Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat, toujours présenté depuis chez nous pour cause de confinement. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors pour commencer cette émission, nous verrons que la visite d'Emmanuel Macron au CHU du Kremlin-Bicêtre a été une opération de communication très contrôlée. Macron prend-il les Français pour des confinés ? Emmanuel Macron a annoncé la fin progressive du confinement à partir du 11 mai. Si les journalistes étaient ravis de ce discours, un flou incroyable subsiste encore sur de nombreux points. Facebook qui censure à tire-larigot les médias alternatifs, un premier média au bord de la faillite à cause du coronavirus. Dans ce immédiat, nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine. Messe clandestine, le bobard Pascal des médias. En guise d'œuf de Pâques, Le Point et l'AFP nous ont pondu un énorme bobard sur une prétendue messe clandestine en la paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnay. Pendant ce temps-là, les émeutiers de Grigny étaient tranquilles. Immédiat numéro 294 avec Jean-Yves Le Gallou, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, c'est cette vidéo diffusée par l'Élysée qui montre la visite d'Emmanuel Macron au CHU du Kremlin-Bicêtre. Et vous allez le voir, les applaudissements sont de sortie. Est-ce qu'on peut s'applaudir comme le soir les fous, les gens Alors ce sont des belles images, on a l'impression en première vision en quelque sorte que Macron est applaudi par toutes les infirmières, les aides-soignantes, les médecins et j'en passe. La réalité est un peu différente, c'est qu'ils s'applaudissent entre eux et le tout après lui avoir fait entendre au contraire un discours plus que critique. Donc on est en plein dans la manipulation de l'image. Ouais, effectivement, c'est ce que relève le Parisien qui interroge la personne qui était présente à côté de Macron du personnel hospitalier et qui déclare « Ce n'est surtout pas Macron que nous avons applaudi ». Et ce qui est intéressant, c'est que cette visite, elle s'est faite sans les médias, sans aucun journaliste, puisque Macron l'avait décidé ainsi. Ça a été noté notamment par Hélène Salvi sur Twitter. L'Élysée n'a pas apprécié les images journalistiques du bain de foule en Seine-Saint-Denis, résultat d'une mauvaise organisation interne, et les journalistes ont été écartés des deux déplacements suivants. Pratique, pas très liberté de la presse, mais pratique. Et Jean-Yves, ça a provoqué une levée de boucliers chez certains journalistes, notamment ceux de l'agence de la presse présidentielle. Oui, alors c'est tout à fait étonnant cette levée de bouclier de l'association de la presse présidentielle, parce que ce sont des journalistes sélectionnés, accrédités auprès de l'Élysée, qui trouvent une partie de leurs informations en déjeunant, en dînant, en rencontrant les hauts fonctionnaires de l'Élysée, voire le président, donc ont besoin d'être bien avec tout ce petit monde, et qui là sont extrêmement critiques, et notamment ils emploient cette formule, c'est inédite dans un quinquennat. Donc ça veut dire que ça ne s'est jamais passé dans les quinquennats précédents, que ce soit celui de M. Hollande, celui de M. Sarkozy ou celui de M. Chirac, sans remonter plus loin. Donc c'est vraiment une pratique tout à fait étonnante et tout à fait nouvelle. Alors c'est vrai que les médias ont beaucoup fait pour Macron, puisqu'ils nous ont expliqué qu'il y avait le choix entre le gentil Macron et la peste brune, donc évidemment les gens ont choisi le gentil Macron. Les médias commencent à en revenir un petit peu, en tout cas certains commencent à voir que c'est pas si gentil que ça. Passons au premier sujet. Macron prend les Français pour des confinés.
Ce lundi, c'était donc le discours d'Emmanuel Macron concernant le début du déconfinement. Et ce discours, il avait été préparé en amont. Et les journalistes avaient suivi attentivement cette préparation. On note par exemple avec ce tweet d'Olivier Beaumont, qui est grand reporter au Parisien. Voilà 6 jours que Macron prépare son discours, qu'il écrit lui-même jusqu'à la moindre virgule. Il va le retoucher jusqu'à la dernière seconde. Beaucoup de choses peuvent encore évoluer. Il est même probable qu'il improvise une partie en direct. Et puis BFM qui rédige un article « Comment Emmanuel Macron prépare son allocution de demain ». Donc Jean-Yves, on voit qu'Emmanuel Macron s'est mis au travail et que les médias s'en sont fait les témoins. Oui, alors je vous trouve bien optimiste en disant qu'il est au travail, parce qu'on ne sait pas quand il travaille, justement. Parce que d'un côté, il se promène, il va à Marseille, il va au Kremlin-Bicêtre, il se promène. De l'autre, il passe, on nous dit, 6 jours pour préparer un discours. Mais alors, quand est-ce qu'il dirige son exécutif? Quand est-ce qu'il prend les décisions qu'on attend quand même d'un chef de l'État en situation de crise? Vous croyez quand on vous disait en 1914, pendant la bataille de la Marne, que Joffre passait 6 jours à préparer son discours? Alors, c'est pas moi qui ai fait la comparaison avec la guerre, hein. Donc, il faut savoir, si on est en guerre, on ne fait pas que des discours. C'est un petit peu curieux. Et il y a quelque chose qui est noté par le compte Twitter de Brésinfo. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un aspect antidémocratique à annoncer plusieurs heures ou jours à l'avance, comme le font certains journaux, ce que va dire Emmanuel Macron? Cela donne parfois l'impression des initiés médiatiques d'un côté et du bon peuple de l'autre qui apprend son sort à venir après tout le monde. Est-ce que finalement, c'est vrai que les médias ont quand même beaucoup d'informations avant tout le monde? Oui, alors si vous voulez, là aussi c'est un petit peu compliqué quand même parce que les médias, ils ont des petites informations parce que ça contribue à faire monter la pression et à augmenter la présence devant le téléviseur le jour dit. Et puis il y a aussi l'utilisation des médias pour des ballons d'essai. Quand on dit on va déconfiner vers mi-mai, on voit un peu comment réagit l'opinion et ça permet d'ajuster un peu le discours. Donc ça, c'est assez classique, même si ça peut paraître effectivement un peu irritant de voir certains initiés plutôt que d'autres. Mais en l'occurrence, ils sont aussi manipulés. Alors, le discours a eu lieu. Ça a d'ailleurs été un énorme succès d'audience. 36,7 millions de Français qui ont assisté à ce discours, avec une part d'audience de près de 95%. Donc c'est un record absolu dans l'histoire de la télévision française. Et ce discours, il a été globalement très apprécié par les éditorialistes sur le plateau de BFM. Je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. C'est en tout cas de loin le plus humain. C'est un discours qui est plus modeste. C'était un ton effectivement extrêmement humble, d'abord assez naturel, il était assez franc, il était assez vrai et il s'adressait effectivement au quotidien de tous les Français. Cette humilité aussi sur l'avenir, il dit je vais essayer de porter ce nouveau monde. Il y a clairement, si vous voulez, dans la tonalité précisément, l'espoir renaît. C'est reprendre le contrôle de la situation. La situation était incontrôlée. On était dans une forme d'impasse et de perte de contrôle. Et là, on a le sentiment qu'on prépare et qu'on est moins dans l'impasse, qu'on voit un chemin. Il a voulu être humble. Tout le monde réclamait un chef pour guider la politique de sortie du confinement. Donc on l'a trouvé, le président a pris cette place. On a gagné en concret, en lisibilité, en style un peu plus direct. Il a été précis. C'est un chef, il a tranché, il a écouté pendant une semaine, il a tranché. Ils sont formidables. Ils sont formidables parce qu'ils se prétendent journalistes, mais on a l'impression qu'ils ressortent des éléments de langage. C'est-à-dire c'est le chef qui maîtrise la situation et en même temps il est humble. Il répète, ils sont plusieurs à dire un peu la même chose. Donc manifestement, il y a des éléments de langage. Alors évidemment, ils se surpassent tous les uns les autres. Là, on a affaire à des champions du monde du cirage de pompe. Hein. Alors peut-être Duhamel est pas mal aussi, parce qu'il dit il est encore meilleur que d'habitude, mais il l'avait trouvé très bon le coup d'avant, non? Ouais, c'est assez extraordinaire, puisqu'il a déclaré, Alain Duhamel, donc au soir de ce discours, on a été quelques-uns à être frustrés par les discours précédents. Donc, sous-entendu, ces discours précédents n'ont pas satisfait Alain Duhamel, sauf que, une semaine plus tôt, après le discours de Macron, il déclarait « C'était un discours qui marquera, j'ai trouvé qu'il était énergique, rassembleur, ambitieux, c'est ce qu'on attend du chef de l'État. » Donc, c'est assez extraordinaire quand même. Ah ben, ça fait 50 ans qu'il dure, on sait pourquoi.
Effectivement. Il a commencé à cirer les pompes de Pompidou, voire peut-être du président Coty, je ne sais plus. Mais et donc ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est formidable. C'est vraiment extraordinaire. Alors, autre réaction positive, eh bien celle de Daniel Cohn-Bendit. Il avait les mots justes et il a non seulement donné des perspectives pour le 11 mai, mais jusqu'en juillet, et il a posé les jalons d'un renouvellement, d'une refondation de la France qui passe par un renouvellement et une refondation de lui-même. Donc je trouve qu'il a été à la hauteur hier soir. Alors tous les journalistes ne sont heureusement pas tombés en pamoison. On a par exemple Jean-Dominique Merchet qui tweet « Tard, 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 flou, 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 long, long, long ». Alors un tweet qui, en peu de mots, Jean-Yves, résume peut-être assez bien le discours finalement. C'est tout à fait remarquable. Il faut dire que ce que dit si brièvement Jean-Dominique Merchet, c'est un petit peu comme ça que les Français l'ont ressenti. Parce que il y a eu un sondage Odoxa qui a recueilli l'opinion des Français sur ce discours, et c'est quand même très négatif. Une majorité de Français ne croit pas qu'il leur a dit la vérité, une majorité de Français ne l'ont pas trouvé convaincant, et une majorité de Français pense qu'il ne sait pas où il va. Donc c'est difficile d'être plus négatif. Alors que dans ce type de circonstances, et dans beaucoup d'autres pays voisins, le chef de l'État est suivi parce que, à fond, il incarne la conduite de la nation dans des circonstances difficiles. Là, il a une majorité immédiatement après le discours qui est hostile et critique, et qui l'est beaucoup plus que dans le discours précédent du 16 mars, où là, il y avait nettement des opinions favorables sur l'ensemble de ces sujets. Donc, je pense qu'il a vraiment du souci à se faire, parce qu'il y a un rejet de fait de l'opinion, malgré des médias, comme on l'a vu, globalement assez complaisants. C'est intéressant d'ailleurs de noter que Jean-Dominique Merchet, qui est en fait le journaliste qui travaille au plus proche de l'état-major français, reflète souvent, de manière officieuse, le point de vue de l'état-major militaire. Je ne sais pas si c'est le cas au cas particulier, mais c'est souvent le cas. Bon, à voir, mais effectivement c'est intéressant comme prise de position. Alors les observateurs médiatiques ont estimé qu'Emmanuel Macron avait fait un mea culpa. C'est par exemple ce que titre le Télégramme. Alors a-t-il vraiment fait son mea culpa? Voici un extrait qui a beaucoup fait parler. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants. Mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences, en temps voulu, quand il s'agira de nous réorganiser. Alors, ça n'est absolument pas un mea culpa. D'abord, il dit que tout le monde a eu des difficultés pour trouver des masques, pour trouver des tests, pour trouver des blouses. C'est faux. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ces problèmes-là. Il n'y a pas ces problèmes-là en Suisse, il n'y a pas ces problèmes-là en Allemagne, il n'y a pas ces problèmes-là en Hongrie, il n'y a pas ces problèmes-là en Pologne. Donc, c'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a une défaillance particulière de la France qui, sur à peu près tous les sujets, a pris les décisions avec 10 ou 15 jours de retard par rapport aux autres pays, si on prend comme point de départ des mesures à prendre le 1er mort. Donc, il ment aux Français. Et d'ailleurs, les Français, on l'a vu, en sont quand même en majorité convaincus. Mais c'est presque pas ça le plus choquant. Ce que je trouve le plus choquant, c'est quand il dit « comme vous, j'ai constaté ». Mais c'est absolument incroyable de dire cela, parce qu'il s'adresse à des citoyens qui ne sont pas aux manettes, qui ne sont pas aux commandes de l'État. Lui, il n'a pas à constater les choses. C'est lui qui commande, c'est lui qui agit, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui doit les faire exécuter. En tout cas, c'est ça sa mission. Il n'est pas observateur. Je pense qu'il est toujours dans la communication. Il n'a pas compris qu'il devait agir. C'est gravissime.
Et puis, si je le dis autrement, c'est du foutage de gueule. Ça a le mérite d'être clair, Jean-Yves. Alors, évidemment, beaucoup de journalistes et d'éditorialistes ont salué ce mea culpa, mais certains n'ont pas mâché leurs mots un petit peu sur votre ligne, Jean-Yves. Exemple avec Olivier d'Artigol dans l'heure des pros. Je reprends un extrait. Mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles. C'est comme s'il se met en ce moment-là en extériorité de ce qui s'est passé. Il est chef de l'État. Ici, autour du plateau, on n'a pas la responsabilité de la gestion de la crise. Et moi, j'attendais un vrai mea culpa, c'était comme chef de l'État, je prends la responsabilité de ce qui s'est passé dans notre pays, avec des dysfonctionnements, etc., des réorganisations indispensables, mais il le prend pour lui. Il assume cette charge-là. Là, il fait un pas de côté. Bon, au fond, ce communiste à l'accent chantant, recruté par l'heure des pros, ce qui prouve que l'heure des pros, c'est quand même très pluraliste, puisque lui, il vient du Parti communiste, mais il a l'accent chantant et il dit des choses pleines de bon sens. À savoir que le chef de l'État, il est responsable, en particulier lors de circonstances exceptionnelles. Lors de circonstances exceptionnelles, c'est le chef de l'État qui a toutes les manettes. Et on ne peut pas dire, oh bah oui, j'ai observé que ça n'allait pas très bien. Bah non, ça c'est pas possible. Alors, autre personne qui a pris la parole, c'est Gérard Carrérou, et lui non plus n'a pas été très tendre. Il y a eu un mea culpa, je l'ai trouvé très faiblard, c'est le service minimum du mea culpa. Quand on pense au fiasco des masques, quand on pense au fiasco des tests et quelques autres, je me dis quand même, c'est le tel service minimum dans le mea culpa. Bah oui, au fond, on pourrait même dire qu'il y a un fiasco dans le mea culpa, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. Alors, on va s'intéresser à un autre point de ce discours, c'est celui concernant les masques et les respirateurs, et on va écouter Emmanuel Macron. Mais je mesure pleinement que lorsque l'on est au front, il est difficile d'entendre qu'une pénurie mondiale empêche les livraisons. Les commandes sont désormais passées. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Oui, sur les masques, il n'apprend pas grand-chose. Les masques ont été commandés. Bah oui, les masques ont été commandés, mais encore faut-il qu'ils soient livrés. Et notamment les masques commandés en Chine. Pour le moment, il y a un conflit entre la France et la Chine, puisqu'on a été jusqu'à convoquer l'ambassadeur de Chine à Paris, au Quai d'Orsay, donc ça ne va pas très très bien. Quant à dire, on produit 5 fois plus de masques en France qu'avant, c'est formidable, sauf qu'avant, on ne produisait pratiquement pas de masques, donc c'est pas non plus très convaincant. Et donc, sur ce sujet-là, qui est quand même central, puisque, en gros, pour déconfiner, il faut permettre d'équiper tous les gens qui vont sortir, tous les gens qui vont travailler de masques, il n'y a pas de réponse claire en tout cas. Et d'ailleurs, c'est tellement peu clair que Jean-Michel Blanquer était interviewé le lendemain matin du discours d'Emmanuel Macron, et sur cette question des masques, on a bien compris qu'il n'était pas certain de ce qui allait se passer. Est-ce que tous les professeurs et tous les élèves disposeront de masques lorsqu'ils auront la possibilité de rentrer à l'école le 11 mai prochain? C'est fort possible, mais ça fait partie des choses qu'on va définir au cours des 2 prochaines semaines en lien avec les autorités sanitaires. Mais si c'est nécessaire, c'est cela que l'on fera. Alors, cette déclaration de Blanquer, elle est tout à fait étonnante, parce qu'on voit que Blanquer, en fait, il a découvert les décisions du président de la République, comme tous les Français, comme vous, comme dirait Macron, comme vous, en l'écoutant. Et après, il a eu la nuit pour réfléchir à ce qu'il allait bien pouvoir dire sur un sujet sur lequel il n'est absolument pas préparé, sur lequel l'éducation nationale n'est absolument pas préparée. D'autant plus que l'éducation nationale, c'est difficile à gérer, il y a les syndicats, il y a les parents d'élèves, c'est pas simple. Et il découvre ça, et il est pris totalement au dépourvu, quoi. Alors, autre sujet qui a été très discuté médiatiquement, c'est celui du test de la population française, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé qu'on testerait uniquement les malades qui avaient des symptômes de Covid-19. Et ça a étonné Charlotte Dornelas. Ce qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron, la seule chose que je retiens, c'est cette idée qu'on ne va tester que les personnes symptomatiques, dit-il, parce que tester les autres ne servirait à rien. Mais pardon, c'est le nouveau, les masques ne servent à rien. Parce qu'on nous explique depuis parce qu'on ne peut pas tester tout le monde. Non, mais on peut pas. Non, mais il va plus loin, il dit ça ne servirait à rien. Mais on nous explique. Mais là, je pense qu'il n'a pas raison. Il y a même certains médecins, il y a eu un très bon article notamment dans Voir Voltaire, qui estiment que, en fait, ça ne sert à rien de tester les gens qui sont déjà diagnostiqués par la clinique médicale. Donc, ce qu'il faut plutôt savoir, c'est si ceux qui vont être au contact
de malades, ou ceux qui sont susceptibles de contaminer ne sont pas déjà eux-mêmes touchés. C'est pas avant même qu'ils aient des signes cliniques. Une fois qu'ils ont des signes cliniques, à la limite, ça sert pas à grand-chose de les dépister puisqu'on connaît le résultat. Oui, effectivement. Alors, dernier sujet qui a été évidemment, alors pas autant traité que les autres par les grands médias, mais qui a agité quand même les réseaux sociaux notamment, eh bien, c'est cette annonce de l'annulation de la dette africaine par Emmanuel Macron. On l'écoute. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Cette annonce a fait bondir Éric Zemmour. Il y a eu un papier hier ou avant-hier, je ne sais plus, de Dominique Strauss-Kahn, un long papier dans lequel il craignait une vague migratoire inédite, encore plus massive qu'en 2015. Si, évidemment, l'épidémie atteignait l'Afrique. Donc je pense que le but, c'est ça, c'est d'éviter cette vague migratoire massive. Je pense que, pourquoi pas réduire les dettes, sauf que les Français qui ont entendu ça, ils ont certainement pensé qu'ils préféreraient qu'on réduise leurs dettes à eux, qu'on supprime leurs dettes à eux. Mais enfin bon, pourquoi pas ? Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'en échange, on demande quelque chose aux chefs d'État africains. Par exemple, signer les certificats de nationalité, vous savez, pour reprendre leurs clandestins. Ou des engagements sur la maîtrise de la natalité. Vous voyez, des choses simples ou compliquées. Mais pas qu'on annule leurs dettes comme ça gratuitement sans qu'ils ne donnent rien en échange. Oui, alors cette histoire de dette des pays africains, d'annulation de la dette des pays africains, on se demande un peu pourquoi elle vient. Si on craint un débarquement à la suite d'une crise sanitaire en Afrique, c'est de la folie, puisque précisément, on ferme les frontières pour éviter au virus de circuler. Et puis, annuler les dettes, c'est gentil, mais il faudrait au moins demander une contrepartie. Effectivement, Zemmour insiste sur la contrepartie qu'on devrait exiger, qu'on aurait dû exiger depuis longtemps, à savoir que quand on a quelqu'un qu'on expulse, un délinquant qu'on expulse de France, ou un clandestin qu'on expulse de France, pour l'expulser, il faut souvent obtenir un visa de la part du pays d'origine. Et très souvent, les pays d'origine ne donnent pas les visas. Eh bien, à minima, on pourrait leur dire, écoutez, si on vous donne un coup de main, vous nous donnez les visas, et puis pas 2 mois après, mais dans les 24 heures. C'est quand même élémentaire. Mais bon, Macron adore faire le généreux. Bon, il a d'ailleurs été quasiment désavoué le lendemain par un de ses ministres qui a dit « Ah non, non, c'est pas une annulation, ce sera un moratoire. » Enfin bon, c'est la grande brasse. Passons à la revue de presse. Et on commence cette revue de presse avec la perle de la semaine. Il y en a eu beaucoup, mais celle-là est assez amusante. Coronavirus, écrit France 3 Lorraine, les naissances continuent malgré la pandémie. Jean-Yves, on est rassuré. Et oui, les gens sont imprévoyants quand même. Concevoir un enfant 9 mois avant un confinement, c'est pas raisonnable, quoi. Vraiment. Ah, vraiment, c'est pas raisonnable. Ouais, puis les enfants pourraient attendre la fin du confinement pour sortir du ventre de leur mère. Bah oui, ils se déconfinent, donc c'est même quasiment illégal de leur part. Bientôt l'amende pour les nourrissons. Oui, bientôt l'amende pour les nourrissons. Que fait la police ? Que fait la gendarmerie ? Alors, autre actualité, eh bien, c'est le coup de massue, selon Raphaël Tual sur Twitter, à la direction de Paris-Normandie qui demande un placement en liquidation judiciaire. Et alors, le coronavirus n'est pas responsable à 100% de cette faillite qui vient, mais il y a contribué. Et donc, Jean-Yves, on a un effet du coronavirus sur la presse. Oui, alors je pense que l'effet est différent. Il est sans doute assez massif sur la presse régionale, la PQR, comme on dit, peut-être un peu moins sur les grands journaux nationaux, qui doivent en partie compenser leurs pertes dans les kiosques par des abonnements sur Internet. Par contre, Paris-Normandie, apparemment, c'est pas le cas. Alors c'est assez intéressant de voir que Paris-Normandie, le propriétaire, c'est Monsieur Louvel, qui est un macroniste, qui était candidat à la mairie de Rouen, où il a fini en 3e position. Donc ça se présente pas très bien pour lui, et il cherche à refiler le bébé à Niel. Niel, c'est un peu le sauveteur de la presse conformiste, c'est le groupe Le Monde. Il a racheté récemment Nice Matin, France Antilles, et donc Monsieur Louvel espère lui refiler le canard boiteux de Paris-Normandie, voilà.
Affaire à suivre, mais effectivement, ça ferait un beau petit empire pour Xavier Niel. Alors, autre actualité de la semaine, c'est un sujet qui est gravissime, c'est celui de la censure, puisque Facebook a censuré de nombreuses publications de la part de médias alternatifs. On a par exemple Braise Info qui s'est vu censurer une publication traitant du cas de Tommy Robinson, le dissident britannique qui est donc interdit d'être visible sur Facebook. Et on a également TV Liberté qui, pour une raison encore inconnue à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, a vu sa page Facebook déréférencée. Alors c'est très discret, ça se voit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur ça se voit bien, mais sans raison officielle pour l'instant, si ce n'est peut-être que l'organisme Check News, qui est donc un des juges de paix des fausses nouvelles, ou prétendues fausses nouvelles surtout, sur les réseaux sociaux, aurait peut-être signalé un article de TV Liberté, ou en tout cas un article de TV Liberté aurait été considéré comme une fake news par Check News, mais c'est très 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 flou, donc c'est prendre avec beaucoup de pincettes. Le résultat est tout simple, le site de TV Liberté plonge en fréquentation, et la fréquentation de la page Facebook est aussi en baisse mécaniquement. Donc Jean-Yves, on voit une censure qui est à l'œuvre sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Oui, alors qui est assez général, qui touche aussi Boulevard Voltaire, qui a touché antérieurement les identitaires. Le mot identitaire lui-même d'ailleurs est censuré par Facebook. Le mot, pas l'information, le mot. Alors je crois que c'est quand même extrêmement grave. Et ça s'explique qu'il y a eu une déclaration du patron de Facebook France, le préfet Soli, parce que c'est quand même un préfet qui dirige Facebook en France, faut le savoir. Ça serait sûrement le cas en Corée du Nord s'il y avait Facebook en Corée du Nord d'ailleurs, c'est un peu le même esprit. Et donc il a expliqué dans une interview le 24 février que le coronavirus allait conduire à augmenter les règles de régulation, il appelle ça la régulation, enfin la régulation c'est la censure, sur Facebook. Donc on voit à quoi sert finalement la dictature sanitaire à réduire la liberté d'expression. Je crois que c'est utilisé, le coronavirus là est instrumentalisé au service de la censure, c'est particulièrement grave. Et je reviens sur ce que vous venez de dire, effectivement, là dans le cas de TV Liberté, alors on ne sait pas exactement ce qu'il en est, on peut que supposer, mais mettons que ça soit Check News qui est considéré qu'un article soit une fake news, etc. Le problème c'est que, on l'a vu la semaine dernière dans le dernier média, l'hypothèse qui était jugée comme un bobard, une fake news complotiste par les décodeurs d'un laboratoire, d'un virus de Wuhan qui aurait peut-être échappé à un laboratoire chinois, aujourd'hui c'est considéré comme crédible par des sources du gouvernement britannique, etc. Donc en fait on a le pouvoir de la censure, c'est-à-dire les réseaux et les décodeurs main dans la main, mais qui est complètement arbitraire, puisque la fake news d'une journée, le lendemain ça peut être une vérité. Donc du coup c'est quand même très inquiétant, et face à ça, Jean-Yves, la question elle est simple, c'est que faire ? Eh bien, il faut que chaque internaute se prenne un peu par la main et relaie lui-même directement les émissions, les articles qui lui plaisent. Si cette émission d'immédiat vous plaît, relayez-la, faites-la connaître par vos propres réseaux sociaux ou par des réseaux alternatifs comme Telegram ou autres. Idem, si un article de Boulevard Voltaire ou de Polémia ou de Braise Info vous paraît important, relayez-le. Et puis, bien sûr, aidez aussi financièrement tant que vous le voulez, tant que vous le pouvez plus exactement, parce que bien sûr il faut des moyens supplémentaires pour contourner cette censure, et puis peut-être qu'il faudra engager des procédures judiciaires contre Facebook France et contre Monsieur Soli, dont je rappelle au passage, le censeur de Facebook, dont je rappelle au passage qu'il est l'époux à la ville de Caroline Roux, qui est une des journalistes les plus conformistes du PAF, et Dieu sait s'il y en a. Et sur le service public en plus. Donc, sur le service public en plus. Voilà, donc c'est dit, c'est fait. Donc partagez cette émission, partagez les émissions de TV Liberté et les articles de la presse alternative qui vous plaisent, évidemment. Autre sujet médiatique, c'est cette interrogation de l'Express. Covid-19, les personnes d'origine africaine sont-elles
plus touchés. Et Jean-Yves, on voit que la question, elle n'est pas évidente à traiter en France et ailleurs. Ah non, parce que ça voudrait dire que le virus discrimine. C'est vrai que le virus discrimine d'ailleurs. Il discrimine les vieux plutôt que les jeunes, les hommes plutôt que les femmes, les gros plutôt que les minces. Donc on a un virus discriminatoire. Donc je ne comprends pas qu'il n'ait pas été interdit par le gouvernement. Et il semble que ce virus aggrave son cas en pratiquant de la discrimination raciale, puisqu'apparemment, c'est en tout cas ce qu'on constate en Île-de-France ou à Marseille, ce qu'on constate à Liège, en Belgique, ce qu'on constate aux États-Unis, il toucherait un peu plus les gens d'origine africaine, d'origine noire. Alors pourquoi ça c'est compliqué? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est lié à des pathologies particulières, cardiaques ou d'obésité? Est-ce que c'est lié aussi à des comportements différents dans le contact? Est-ce que c'est lié à certaines pratiques religieuses des évangéliques, par exemple? On ne sait pas les raisons, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez troublant qui, évidemment, est un petit peu caché, parce que c'est tout à fait contraire aux règles du politiquement correct de reconnaître qu'il y a des différences de race, des différences entre les races, mais ça semble être le cas, en tout cas par rapport à la réaction à ce virus. Alors, autre sujet idéologique, eh bien, c'est cet article du Monde. Les frontières, faux remède au Covid-19 parce qu'il est universel. Le cauchemar planétaire actuel doit nous apprendre à coopérer et à vivre ensemble. Voilà le texte de cet article. C'est quand même la propagande avec les gros sabots, là. Oui, mais je pense que c'est assez révélateur d'une volonté du système idéologique dominant de reprendre la main et d'exploiter le coronavirus et ses conséquences pour réimposer son idéologie dominante à base d'arguments émotionnels et puis effectivement de la capacité de faire une propagande planétaire. Parce qu'au fond, nous avons un virus qui s'est répandu de manière planétaire à cause de l'ouverture des frontières, mais nous avons aussi une propagande et une réaction qui est planétaire. Et donc, ils jouent leur carte, hein. Alors, ils jouent leur carte parce que peut-être certains des dirigeants actuellement au pouvoir ont peur. C'est en tout cas ce qu'on peut se dire en regardant cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les ministres aussi sont très prudents dans leur communication. C'est qu'ils savent très bien qu'à l'issue de cette crise, il y aura des procès judiciaires. Et là, ce sera plus du tout la même chose. Il y a même des ministres qui me disent on s'attend à un Nuremberg du coronavirus. Alors le terme est un peu excessif, mais ils s'attendent exactement à ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose un petit détail moi que j'ai trouvé intéressant. J'appelais des préfets pour faire une enquête la semaine dernière justement pour savoir comment ça se passait dans les départements et les régions. Et ils me disaient, et ça m'a beaucoup étonné, ils me disaient que de plus en plus de communication se faisait à l'oral ou alors par WhatsApp, précisément pour laisser moins de traces écrites. Oui, alors c'est un peu rude. Nuremberg a jugé les dirigeants nationaux-socialistes à la fin de la guerre sur la base d'ailleurs de textes établis après les faits, en quelque sorte. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas besoin d'établir des textes particuliers. Tous les actes des ministres sont susceptibles de passer devant la Haute Cour de justice et on peut trouver un certain nombre d'implications pénales dans les actions ou plutôt les inactions d'un certain nombre de ministres. Il y a d'ailleurs un précédent, puisque M. Fabius, à l'époque Premier ministre, M. Hervé et Mme Duffoy, ministre de la Santé, ont été poursuivis en haute cour de justice dans l'affaire du sang contaminé pour un certain nombre d'erreurs qu'ils ont pu commettre et qui, à mon avis, étaient quand même très inférieures à l'ampleur et au volume des erreurs commises aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'ils ont raison. Il y a d'ailleurs un certain nombre de plaintes qui ont déjà été déposées, et même si le parquet de Paris ne fait pas preuve d'une grande diligence pour les instruire, elles risquent quand même de cheminer. Voilà. Alors ça n'a pas forcément que des côtés positifs d'ailleurs, parce que si vous voulez, quand on voit que les préfets, comme on vient de nous le dire, hésitent avant de passer des consignes et tout, c'est pas non plus très bon. Il faut être dans la décision et pas uniquement dans la crainte de ce qui peut se passer après, malgré tout. Donc ça a aussi des effets pervers. Alors, dernière actualité médiatique de la semaine qu'on partage avec vous, eh bien Jean-Yves, c'est cette déclaration de la très médiatique Karine Lacombe. Oui, j'ai reçu des menaces physiques, des injures. Donc, tous les jours dans mon service, mes secrétaires et mon personnel soignant reçoivent des coups de fil anonymes, injurieux. J'ai reçu des mails extrêmement désagréables. J'étais sur Twitter, j'ai désactivé mon compte Twitter parce que c'était un déversement de
propos tous plus désagréables les uns que les autres. Et quand on fait de la science, quand on soigne les malades, en fait, on a besoin d'avoir une certaine tranquillité d'esprit pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait. Oui, alors je trouve qu'elle est pas tout à fait honnête parce que elle nous dit j'ai besoin de tranquillité d'esprit pour me consacrer à ma recherche et à mes malades. Ça, c'est très légitime. Mais si elle veut de la tranquillité d'esprit, elle ne court pas d'une radio à l'autre, d'une télévision à l'autre, pour faire valoir un point de vue que certains partagent, que d'autres ne partagent pas. Si elle veut la tranquillité d'esprit, elle ne s'expose pas médiatiquement. Si on s'expose médiatiquement ou politiquement, on ne peut pas venir pleurnicher après en disant « Oh là là, j'ai pas la tranquillité d'esprit ». Il faut choisir. Alors, passons au deuxième sujet, messe clandestine, le bobard Pascal des médias. Le dimanche 12 avril dernier, Jérôme Béglé, qui est directeur adjoint de la rédaction du Point, tweetait triomphalement « Info, Le Point, messe pascale et clandestine en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay ». Et dans cet article qui est signé Aziz Zemouri, on pouvait lire « En pleine crise du coronavirus, la paroisse traditionnaliste a enfreint le confinement. Alertée dans la nuit par le son de l'orgue, des voisins ont prévenu la police. » Alors immédiatement, la machine médiatique s'est mise en branle avec à la baguette l'AFP qui a publié une dépêche sur cette prétendue messe pascale clandestine en l'illustrant avec la photo d'un office rempli, avec les bancs remplis d'une église, en mentionnant malgré tout que c'était une photo d'archive, mais ça reste quand même très contestable. Donc Jean-Yves, la machine médiatique s'est emballée sur cette affaire. Oui, alors en gros, tout est faux dans ces informations. D'abord, on parle de messe clandestine. Ce n'est pas exact, puisque elle était annoncée, rediffusée sur YouTube, où je crois elle a fait d'ailleurs plus de 40 000 vues, donc c'est tout sauf clandestin. On parle de nocturne, bah oui, mais c'est assez normal pour une vigile pascale, oui, ça c'est assez normal. Et surtout, on illustre une messe où il n'y avait pas d'assistants, il n'y avait que des servants, ou quelques 3 ou 4 assistants peut-être, mais surtout des servants, et on l'illustre par la photo d'une église pleine. Alors c'est vrai qu'on précise que la photo ne date pas du jour pascal, mais est ancienne. Mais c'est quand même de facto du bobard par l'image, puisque précisément l'église n'était pas pleine, et c'est d'ailleurs parce que les prêtres avaient respecté les consignes que les portes étaient fermées, puisque c'est la consigne officielle de l'État d'avoir des messes au fond à huis clos, ce qui est ce cas-là. Donc il n'y a pas de... Tout est de la désinformation. Tout est de la désinformation. Et pourquoi il y a cette désinformation? Ça, c'est une vraie question. Ouais, alors sur la désinformation, juste je reviens. Effectivement, sur le live YouTube qui est accessible encore, on voit qu'il n'y a personne dans l'assistance. On voit à un ou deux moments 3 ou 4 personnes qui ont l'air d'être habillées en civil, mais on ne sait pas si ce sont des fidèles qui auraient bravé l'interdiction ou des gens peut-être de l'équipe technique qui s'occupent de filmer. Enfin, en tout cas, il y a 3 personnes qui sont dans l'église. Et un autre mensonge médiatique, c'est aussi l'annonce que le prêtre aurait été verbalisé, alors que pas du tout. La paroisse a communiqué officiellement. Et il y a eu un échange courtois avec les policiers qui ont constaté que ce n'était pas du tout une infraction et qui n'ont pas verbalisé. Donc là encore, un mensonge médiatique. L'AFP dit selon des sources policières, mais c'est du mensonge, tout simplement. Donc effectivement, alors pourquoi ça sert? Jean-Yves, je vais vous proposer une explication à ce bobard Pascal, avec ces 2 tweets, celui de Sophia Aram d'abord. Je ne sais pas d'où vient l'imam qui a fait ça, mais il faut qu'il s'attende à retourner dans son pays. Donc là, voilà, sur le mode humoristique, si un imam avait fait ça. Et Pierre Monégier, merci Twitter de hurler au moins autant que lorsque des habitants de quartiers populaires sortent un peu trop de leur mini-appart sans balcon. Donc c'est peut-être ça le but vraiment de cet article. Alors c'est un peu, on pourrait dire, un bobard vaccin. C'est-à-dire, ça vise en quelque sorte à vacciner contre le non-confinement qui est quand même très répandu dans les banlieues d'immigration, contre ce qui va se passer quand le ramadan commencera, c'est-à-dire dans une petite dizaine de jours. Eh bien, on va avoir le vaccin. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une rupture de confinement, on dira oui, mais attention, c'est rien à côté de ce qui s'est passé pour la messe pascale
à Saint-Nicolas du Chardonnay. Ouais. Donc on a le vaccin, c'est le bobard vaccin. On n'a pas trouvé le vaccin pour le coronavirus, mais on a trouvé le vaccin pour le non-confinement dans les banlieues d'immigration. Bah, c'est bien. Bravo les médias. C'est déjà ça. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard parce que celui qui a lancé l'affaire dans Le Point, c'est un journaliste qui s'appelle Aziz Zemouri et qui est, on peut dire, un compagnon de route des islamistes. Un homme qui a fait un livre avec Tariq Ramadan, par exemple, et dont la majorité des articles consacrés au sujet de l'islam sur Le Point sont assez complaisants. Ouais. Voilà. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait quelle est l'origine. Bien sûr, l'AFP a repris ça et l'a amplifié, et puis tous les autres ont suivi. Alors, Jean-Yves, pour clore cette émission et enchaîner un petit peu avec ce sujet-là, eh bien, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que pendant que les médias faisaient les gorges chaudes de cette prétendue messe clandestine, eh bien, il y avait un sujet qui n'était pas évoqué par les médias, c'était les émeutes urbaines qui avaient lieu à Grigny. Et eh bien, cette omerta médiatique sur ces émeutes, elle a été brisée par Pascal Praud. On l'écoute. On va parler de Grigny. Alors, me dites-vous, pourquoi parler de Grigny? On est mercredi, alors que des actes de violence ont été perpétués contre des policiers dans la nuit de vendredi à samedi. Tout ça, quand même, 4 jours. Eh bien, figurez-vous que, à ma grande stupéfaction, on en a assez peu parlé dans la presse. Quasiment personne n'en a parlé. Et durant cette émission, eh bien, la comparaison avec l'emballement incroyable autour de la prétendue messe clandestine au Saint-Nicolas du Chardonnay a été faite par Yvan Rioufol. Je vous rappelle qu'il y a eu un média très récemment qui a fait tout un scandale contre le Saint-Nicolas du Chardonnay. C'était moins important de dénoncer ceci que de dénoncer en tout cas ces violences urbaines qui sont des violences urbaines sur lesquelles nous fermons les yeux. Et ben là c'est parfait, on voit qu'on a le bobard par invention, l'histoire de la messe clandestine, et on a le bobard par occultation, la véritable émeute sur plusieurs nuits dont on ne parle pas. Bravo quand même à Pascal Praud, et heureusement qu'il y a son émission et qu'il y a CNews pour briser cette omerta médiatique, et ça mérite effectivement le coup de chapeau final. Effectivement, Pascal Praud est parfois très utile pour le pluralisme dans les médias, et là, c'en est une bonne illustration. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager, surtout en ces temps de censure. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne de Jean-Yves Le Gallou, etc. Et puis Jean-Yves, nous on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.